En voilà un qui a long à en dire sur la créativité. Je suis un artisan, je suis comme un boulanger. Moi, je fais du pain. Mon pain, c'est les blagues. J'essaie de faire le pain de la meilleure qualité. Je veux que les gens ils se disent « Ah, j'ai mangé du pain, il était délicieux ». Le seul moyen d'améliorer ton rapport aux autres, c'est d'améliorer ton rapport avec toi. Les expériences de Roman Frécinet sont parfois étonnantes. Je suis déjà allé à la préfecture en kimono Santiago. L'humour, justement, l'objectif, c'est de dire quelque chose. Et ceci panaché avec des pratiques que l'on entend peu chez les personnalités publiques. Et vous dites aussi, j'ai beaucoup prié. Oui, beaucoup. Beaucoup. La religion, c'est important pour vous. La foi, c'est important. Quelle foi? Je pense qu'il n'y en a qu'une. Ouais. Je pense que c'est toutes les mêmes. Et je pense que d'ailleurs, toutes les religions nous rappellent que c'est toutes la même. Mm. Je pense que diviser la foi, c'est ce qu'il y a de plus étrange. Donc vous priez, Je prie, oui. de manière quotidienne. De manière quotidienne, oui. Premier message fort, depuis 1 an, Roman Frécinet a décidé de dire stop à ses addictions. Les gens les plus forts de cette planète, c'est les gens qui sont capables de se modérer. Un carré de chocolat. Je savais même pas qu'il y avait des carrés. Pour moi, il y avait un rectangle. Avec des décorations dessus. C'est quoi cette histoire de carré? Prévenez. Un yaourt, c'est qui c'est ouf? Un yaourt. Moi, j'achète des yaourts à 18h. À 19h, je fais une overdose à la vanille. Devant toi. Admettons, j'achète 6 yaourts. Les 3 premiers, je les tue. Je m'en rends même pas compte. Le 4e, je regrette chaque bouchée. Le 5e, c'est juste pour me prouver que c'est une mauvaise idée. Et le 6e, je me dis, au moins comme ça, il n'y a plus de yaourt, le problème, il est réglé. Voilà. 29 ans, sobre, et il en parle comme si ce n'était peut-être pas un hasard. Je me suis réveillé sur mon canapé avec une image dans la tête, une image qui, selon moi, ne vient pas de moi, où il y avait une autoroute avec une sortie, comme une sortie d'autoroute, et c'était accompagné d'un message qui me disait « Là, tu as une sortie. La prochaine, elle est peut-être dans 20 ans. C'est toi qui choisis. » Et vous avez pris la de sortie. prendre la sortie. Et dans cette vidéo, on verra que dans la vie, parfois se présentent d'autres rendez-vous. Je regrette pas d'avoir mangé autant, mais je pense que ma meilleure décision, ça a été de plus en manger quand même. Et Oscar Wilde, j'adore, il a dit une phrase que j'aime beaucoup, il a dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». D'autres rendez-vous pour honorer certaines parts de nous, celles qui nous amènent à devenir des créateurs, des créatrices inarrêtables. Ce sont des rendez-vous qui sont tout aussi défiants, tout aussi précieux. Et si ça t'arrive, sauras-tu les honorer? Il en parle, Baudelaire, justement, du cannabis, et il dit que c'est pas un très bel outil créatif. Ah si, il dit que ça booste l'imagination de manière incroyable. Sur plusieurs drogues, mais sur le hashish, non, il est pas... Ouais. Il dit qu'au bout d'un moment, ça enferme la créativité, justement, et je suis très d'accord avec ça. Mm. Je pense que dans de très rares occasions, dans un cadre sain, au moment où on a des blocages, c'est possible que ça permette de prendre un pas de recul. Mais moi qui étais dans un excès fou, je crois que c'était plutôt un enfermement de la créativité. Mais- Rimbaud aussi l'a essayé, Rimbaud non plus il aimait pas. Et là c'est le moment d'ouvrir ma bouche pour te dire que la weed c'est naze, les effets sont nazes. Tout ce que je vois c'est une drogue qui te met hyper facilement à côté de tes pompes. Niveau créativité c'est zéro, je connais personne dans mon entourage qui en consomme et devient plus créatif. Dans le sens où c'était pire, je devenais parano et tout. C'est dangereux cette merde. La weed, si tu fais pas attention, c'est la petite main qui te prend et qui t'amène direct à la case victime du triangle de Karpman. Et quand bien même ça te rendrait plus créatif, tu peux te demander est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Cette relation, cette dépendance. Et là, changeons de sujet, lorsqu'on te dit ça, fais bien attention. C'est quoi sa nature addictive? C'est terrible. C'est quand on tombe très facilement accro à tout, en fait. Mm. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Le sexe aussi. Je pense que oui, le sexe c'est une addiction, on le voit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la majorité des objets qu'on nous vend aujourd'hui, on essaie de nous les vendre au travers du sexe. Et vous êtes tombé dedans aussi. Bien sûr, ouais. Léa Salamé, elle est ici en train de creuser dans son intimité, elle retente de préparer en te demandant quelles sont les limites de ce que tu veux bien partager. Et si cette question elle est pas ok, eh bien mieux vaut être prêt à te défendre. On te pose une question à laquelle tu veux pas répondre, eh bien pose-en une aussi, par exemple. Mais tu veux en venir où? Je pense que la vie communique avec nous via plein de signes, ou alors on communique avec soi-même via des signes, mais je suis très attentif aux signes. Perso, j'ai du mal avec cette idée de la vie qui serait comme une entité supérieure et extérieure qui te guide. Pour moi, la vie, c'est avant tout quelque chose d'intérieur. C'est être soi, être avec soi. Et c'est avec ça que tu vas composer justement pour aller naviguer dans l'extérieur. Si t'attends une apparition comme quelqu'un qui va te dire « Ah non mais c'est sûr, c'est vraiment le moment pour toi de quitter ton job et de vivre pleinement de tes créations », ben à mon avis, tu te fourvoies. Mieux vaut commencer par écouter ce qui est déjà là. Ce que tu sais, en fait, déjà. Et en fait, si c'est pas là, c'est pas la direction dans laquelle il faut que t'ailles. Si quelqu'un t'a placé un message et que tu l'as suivi alors que toi-même, à l'intérieur, t'avais pas de conviction, dans ce cas-là, tu t'es complètement mal laissé influencer. La blague, la comédie, c'est un prétexte. Que le fond de ce qu'on fait, c'est dire un truc.
plus ou moins profond, plus ou moins intéressant, mais dire quelque chose qu'on a sur le cœur ou qu'on pense intéressant, qu'on pense qu'il mérite d'être dit. Mais la comédie, c'est trouver l'enrobage nécessaire pour dire ce truc qu'on peut difficilement dire de manière frontale. C'est amener un sujet sur la table. Et oui, parce que lorsqu'on est créateur, créatrice inarrêtable, on n'est pas là pour se raconter, on est là pour s'exprimer. Et bon, moi, je trouve qu'un spectacle, c'est comme un plat, quoi. Il faut des épices. Il y a besoin. Et il y a besoin de tous les registres de langage. Il faut que ça soit cru à des moments, mais au service d'idées nobles. Je pense qu'on peut être vulgaire que dans les idées. Je pense qu'il y a des gens qui, avec un langage très soutenu, défendent des idées très vulgaires. Et je pense qu'avec un langage très familier, on peut justement servir des idées nobles. Ça me fait penser à Céline lorsqu'il a sorti Le Voyage au bout de la nuit avec ce langage à la fois proche de celui de la rue, très oral, et en même temps reconnu comme étant un livre profondément humaniste, qui était à l'époque glorifié par Trotsky. Je te laisse déguster ce petit extrait que nous sert Fabrice Lucchini. Où Céline raconte qu'après, dans une chambre sordide, il erre dans New York et il finit dans un cinéma et il dit cette phrase magnifique. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud, de volumineux orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qui serait chauffé, des orgues comme des cuisses. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors. Sorti du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. Dernière phrase, on choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier, voilà. Et au pire, tu peux toujours faire cette petite pirouette. Dis-toi que si tu trouves ça vulgaire, maman, c'est que t'as pas compris. Comment la célébrité, vous n'êtes pas totalement à l'aise avec ça, vous l'avez beaucoup voulu. Oui. Et vous n'êtes pas totalement maintenant à l'aise avec En ça. fait, je suis pas à l'aise avec tout ce qui va avec. Et j'essaie de me préserver. Je pense que ça peut être dangereux et je pense qu'on voit beaucoup de gens célèbres qui perdent pied. Quand on te qualifie de célébrité, là, c'est vraiment pas bon signe. Tu sais, c'est quand tout devient pré-mâché, que t'es plus vraiment un créateur, que t'es devenu une sorte d'objet commercial, que t'as plus grand-chose à dire, en fait. T'es plutôt là pour vendre. En somme, ta vie n'a plus de goût. Ainsi, ce virage commercial, il peut bien sûr attaquer toute ta créativité, mais aussi carrément tuer toutes les belles choses que t'avais à proposer. Tu seras une Henken, t'auras plus vraiment de saveur, mais par contre, on pourra te vendre au plus grand nombre. Je pense que le confort est l'ennemi global de la créativité, oui. Et bim! Je déteste la starification. Je préfère, voilà, l'idée c'est essayer d'être un artisan. C'est ça la vraie définition. La démarche, c'est de dégager beaucoup d'humanité, quoi. Pour moi, un artisan, c'est quand il y a cette part de pédagogie, quand il est capable d'expliquer ce qu'il fait, d'expliquer ce qu'il recherche, où tu sens que dans son objet, il y a de la valeur, il y a une part de lui-même, il y a des copeaux de cœur qui se baladent. Je fais pas des vidéos sur des stars, en fait, je peux même pas, par exemple, Mylène Farmer, Céline Dion, tout ça sont des personnes géniales, mais tu vois, on va pas trouver de format où elles sont vraiment posées, où elles prennent le temps de s'expliquer, où elles parlent de ce qui les anime. Non, tout ce qu'on va trouver, c'est des sortes de conférences de presse hyper aseptisées qui ont un goût de réchauffé. Je me souviens de la première fois que j'ai fait rire volontairement. Ouais. Primaire, je fais tomber un enfant qui a mon âge. Oui, ce qui est marrant. Ce qui est marrant, hein, mais c'est pas ça la blessé, blague. j'espère. En fait, je le fais, c'est de ma faute si. Oui. Je me souviens plus comment je le fais tomber, mais il est par terre, il pleure et je sais que c'est de ma faute. Oui. Souvenir, il commence là. Je sais que c'est de ma faute. Et là, il dit la phrase terrible, je vais appeler la maîtresse. Moi, je suis là, c'est le moment d'y s'écrouler. Là, non, pas la maîtresse, attends. Et donc là, je me dis, il faut que j'arrive à le faire arrêter de pleurer, en fait. Ouais. Et donc, j'essaie de le faire rire, volontairement, consciemment. Et j'essaie un premier truc, ça marche pas. Et finalement, je me mets à imiter comment il est tombé. Et il rigole. Et on passe devant mes yeux, je suis très jeune, primaire, hein, à un mec qui pleure, des larmes, à un mec qui rigole. La vanne, c'est donc pas que rire, ça peut vraiment être un outil du quotidien, un petit jouet qui t'apporte des solutions. Tu sais, ça me fait penser à cette phrase de Chris Marker qui disait que dans les moments difficiles, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Enfin, on réalise que l'humour, ça vieillit très vite. Et si on veut toucher tout le monde, au-delà des cultures et des générations, il faut faire des... Trop bien. Non mais, tu sais, l'idée pour toucher le maximum de gens, essayer de faire des blagues un peu hors du temps. L'intemporalité, pour moi, c'est vraiment un gage de qualité, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'élégance. L'élégance de ne pas jouer sur un événement, par exemple, qui va rapidement devenir une private joke. Typiquement, faire des blagues sur des politiques, c'est casse-gueule. Tu fais une blague sur Macron, dans quelques années, plus personne ne va comprendre. Est-ce qu'il faut s'endurcir pour réussir en tant qu'humoriste ? Pour réussir en tant qu'humoriste, il faut
Je sais pas, en même temps, il faut garder sa sensibilité, quoi. Faut pas la renier. Mais bon, je pense que c'est plus de la résignation. Je sais pas si c'est ça le vrai mot. De la résilience, je sais pas. J'arrive pas jamais à savoir la différence. Mais il faut accepter, en fait. Faut accepter, faut trouver la juste place aux choses. Faut pas se faire manger par sa sensibilité. Ça me rappelle un exercice de théâtre que j'avais fait un jour du très mauvais Stanislavski. Tu sais, où on me disait, alors, il faut que tu ressentes la colère. Donc, souviens-toi d'un événement qui t'a mis en colère. Allez, vas-y, revis-le. Ah ben, je vais te dire que ça avait bien marché, parce que l'événement, non seulement je l'ai revécu, j'ai ressenti la colère, et la colère, en fait, je l'ai gardée avec moi pendant plusieurs heures, tu vois. Ce qui fait que même pendant, je pense que j'étais dépassé par ça. Et je dis bien que c'était du mauvais Stanislavski, parce que, en bon, ça aurait été davantage, attends, joue avec la colère. Ne sois pas la colère, ne te laisse pas posséder par elle. Ne te souviens même pas d'un événement dans lequel t'as vécu ça, mais juste, allez, juste vas-y, amuse-toi à nous servir quelque chose. Tu vois l'idée, ça ressemble plus à une danse plutôt que d'aller chercher un événement, une émotion qui va finir par te posséder. C'est mieux de se moquer de soi. Bah, oui, je pense, oui. Je préfère me moquer de moi et que les gens se reconnaissent. Parce que si je fais que me moquer des gens, je pense pas que je serai juste et précis, quoi. Alors que si je me moque de moi et que les gens se reconnaissent, bon, je pense que ça permet de toucher quelque chose qu'au moins je connais de l'intérieur, quoi. Et oui, parce que jouer sur un piédestal le jour où l'on tombe. Et il a choisi sa référence, Raymond DeVos. Raymond DeVos, je le découvre avec les compiles qui passent à la télé. Les trucs un peu nostalgie. Ah tiens, qui nous faisait rire avant Et je vois ce monsieur-là. Je suis très jeune. Et il y en a plein qui me marquent, mais lui, il me marque direct, quoi. Et il y a une poésie, il y a une intelligence subtile. Il n'hésite pas à se faire passer pour l'imbécile, pour défendre des idées qui sont intelligentes. Regarde-toi dans un miroir, voilà la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Alors autant être à l'aise et commencer à jouer ensemble maintenant. Ce rapport à la beauté aujourd'hui crée un malaise, je crois, chez certaines personnes, entre eux et eux-mêmes, en fait. Ça altère le rapport que les gens ont avec eux-mêmes. Et le rapport le plus important, c'est celui qu'on a avec soi-même. Je pense que c'est le rapport premier, c'est celui qui induit le rapport qu'on a avec les autres. Et on n'a pas de pouvoir sur la beauté, en fait. On est avec, et donc je trouve ça très, très injuste que ça prenne autant de place dans notre société, sachant qu'on a très peu de contrôle dessus. Ton corps, c'est ton partenaire. Accepte d'écouter, de lui faire confiance, de quoi il a envie, de quoi il a besoin. Il m'arrive extrêmement souvent, et c'est même pas mal ça mon processus créatif, soit je marche et j'ai aucune direction. Je vais nulle part, et j'ai rien à faire. Et je dois accepter que je vais à nulle part, que j'ai rien à faire, que je me fais chier, et que c'est vide. Et c'est là-dedans où je dois être ma propre source de divertissement. Donc c'est là où je me rencontre un peu aussi. Moi, volontairement, je me mets dans des cadres où je m'ennuie, quoi. Je vais dans des villes éclatées pendant 5 jours. Tout seul, tu bois des cafés, t'écris. Tout seul, j'enchaîne les cafés, je fais rien. Je m'ennuie profondément. Et souvent, je sors de là avec des réponses. Et parfois, s'il a juste envie de rien, envie de vide, bah explore ce que ça fait. Ça peut être génial aussi de s'autoriser à rien foutre. C'est une belle leçon de travailler avec un mec comme ça. C'est quoi la chose la plus précieuse que t'as appris en l'observant? Que l'amour de la discipline, l'amour de l'objet, en fait. Tu sais, il y a beaucoup de conséquences à ce qu'on fait quand c'est bien fait. De l'argent, de la notoriété, tout ça. Et en fait, on court pas après ça. On court après l'objet bien fait. J'adore cette attitude. Pour moi, ça colle directement à cette philosophie de l'artisan, où en fait ton travail, il n'a pas de fin. Tu fixes pas de limite, tu peux sans arrêt progresser, dans lequel tu vas pouvoir y placer tes valeurs, y placer ce qui te touche vraiment, où on va retrouver ces copeaux de cœur, et où ça fera que tu t'ennuies jamais. Parce que justement, tu considères que tu peux toujours aller essayer, aller explorer un peu plus, voir les limites et découvrir qu'elles n'en étaient peut-être pas. Est-ce qu'il y a un humoriste où tu te dis jamais de ma vie, quoi que je fasse, machin, je pourrais arriver à ce niveau-là, c'est tout, c'est comme ça, je suis pas assez. Il n'y en a aucun? Non, aucun. Aucun, je refuse. Je refuse. Puis même arrive un moment où c'est difficile, c'est pas comme le sport où il y a des statistiques, et encore même il y a des débats malgré les statistiques. Je pense que il y a un certain niveau où c'est difficile et c'est du... Puis je le vois pas comme une compétition surtout. Il y a des gens, c'est des maîtres de ça. Après, savoir qui est plus maître que pas... Non. Et je me dis que je vois pas pourquoi je pourrais pas, à force de bonne volonté, de bon état d'esprit, ne pas devenir moi aussi un jour peut-être un maître de la discipline. Si tu te dis que tu peux pas atteindre ce niveau, alors automatiquement tu vas te fixer une limite. Et comme le dit Emilia Lati, si je ne crois pas que je suis capable de mettre fin à une relation conjugale violente ou à courir un marathon, il est fort probable que j'en entreprendrai rien qui m'amènera à faire l'un ou l'autre. Et si on ne te reconnaît pas par ton nom, eh bien on peut te reconnaître par ton style. Parce que j'avais un nom compliqué, je me suis dit, il faut que je reste dans la tête des gens.
Ton nom, il est compliqué, Roman Fressinet. Ouais, parce le que- Roman Fressinet, c'est quoi? C'est Romain Ah, Précis. ouais. Tac. Il restait pas instantanément. Et donc, je voulais donner des cartouches. Si c'est le blond peroxydé, c'est celui avec la boucle d'oreille, c'est celui qui met les tuniques, comme s'il Ouais. était. Voilà, comme s'il était pharaon. Dans ce bouquin, Sapiens de François Bon, que je te recommande chaudement si tu veux faire un voyage dans les origines de l'humanité, où le concept de nature n'existait pas, où l'homme était lui-même fondu dans la nature. Et bien dans ce livre, on découvre que de tout temps, les sociétés se sont organisées pour affirmer leurs identités. C'est-à-dire que si deux tribus avaient des relations régulières, elles allaient avoir tendance à augmenter ce qui les différenciait, à affirmer davantage leurs identités. Par exemple, au lieu de se présenter avec des corps simplement vêtus, eh bien elles allaient les orner, soit par des décorations directement sur le corps, ou alors avec des parures ou des choses cousues de manière plus stylisée. Et c'est hyper intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut se demander quelle vocation on veut donner à notre identité. La meilleure manière de faire passer mon message, c'était d'avoir plus l'air de Monsieur Tout-le-Monde. Comme si, en fait, le fait d'être aussi ouvertement, je sais pas à côté, mais ouvertement marginal, les gens m'écoutaient pas de la même oreille. C'est comme si, oui, mais de toute façon, lui, il est pas comme nous. Oui. Et je trouve que ça servait pas mon propos. Il n'y avait pas d'identification Ça possible. mettait une ouais. distance. Et si toi, ton idée, c'est par exemple de faire bouger les personnes qui t'écoutent, eh bien ce qu'a propose Roman Fressinet ici, c'est super intéressant. C'est-à-dire se mettre quelque part à leur niveau. Parce que les gens se disent, mais de toute façon, lui, il est un peu ouf. Oui. Et je me suis dit, non, il faut que j'arrive à défendre ces mêmes idées et les amener, mais en étant quelqu'un de tout à fait banal et normal, en fait. Pour qu'ils se disent, ah mais il est comme nous, on peut quelque part s'identifier à lui, donc on peut rire avec lui, ce qu'il vit c'est peut-être la même chose que ce que nous on a vécu, et donc c'est d'autant plus évident, bah oui ce qu'il vit c'est comme ce qu'on vit nous aussi. Ou par exemple si toi tu décides de faire de la pédagogie en expliquant comment t'as réussi dans le domaine de l'écriture, eh bien ça va pouvoir aider si les personnes peuvent s'identifier à toi. Alors moi pendant une période j'écrivais entre 5 et 8 heures par jour. Waouh. Ouais, Mais j'allais dans un café. T'écrivais des blagues J'écrivais des blagues. entre 5 et 8 heures par Entre jour. 5 et Donc 8 tu heures faisais par que jour. ça. Que ça. J'arrivais dans un café et voilà, j'avais des carnets et j'écrivais. Pour ma part, lorsque je produis des dessins comme celui-ci là qui est surexposé et qu'on voit pas bien, eh bien mon premier objectif est de créer des dessins qui me touchent profondément, qui me font vibrer, qui m'amènent à vibrer justement encore plus haut. Pour rien qu'à les regarder, ça me met à l'aise, ou ça éveille certains instincts, l'envie de créer, de bouger, d'être attentif à ce qui se passe, de voyager. L'idée c'est de partager avec ces dessins cette vitalité. D'abord, ils doivent m'atteindre moi, mais si jamais ils atteignent également les autres, eh ben c'est tant mieux. Mais en priorité, c'est moi que ça doit toucher. Et là, l'objectif sera déjà atteint. Parfois, Roman Fressinet se met volontairement en difficulté. Mais ça m'arrive régulièrement de me dire, ah tiens, là, ça coche toutes les cases du bourbier. J'y vais. J'y vais. Je sais ce qui va se passer, mais c'est important pour l'ego et pour... c'est important globalement. Parce que je pense que si t'es pas capable, si un bide, ça te détruit, vraiment ton ego est en bas, tu sauras pas gérer un succès. Et avec cette expérience, c'est une idée derrière, l'idée de s'éprouver soi, de se rendre compte que c'est pas avec l'objet finalement que l'on va directement toucher le public, mais plutôt avec le comment. Comment on se débrouille, comment on traite avec soi, comment on traite avec le public, comment on s'adapte à une situation, en somme comment on s'en sort de ce qu'il appelait le bourbier. Bah, il y a un plan quand je monte sur scène, mais en même temps, il n'y a pas de plan. Je suis ouvert à tout ce qui se passe. Ça veut dire, si là, admettons, je sais plus ce que je dois raconter, bah, je vais partir du principe que je dois raconter autre chose alors. Et plutôt que de me freiner en me disant non, il y a le plan, on suit pas le plan. L'idée, c'est en fait de se dire je connais pas la route, mais je sais conduire. En général, la solution, elle est pas loin, c'est juste de revenir à soi. Je crois que l'élégance, c'est bien plus puissant que la beauté. L'élégance, c'est un mélange d'attitude, d'esprit, de... Et t'as un tel potentiel dans ta gestuelle, dans ton corps, dans ta respiration, que finalement la beauté c'est complètement secondaire. En fait elle va arriver tout naturellement, par la conscience dans ses gestes, dans ton corps, dans ta respiration. Et un aspect super cool de l'élégance, c'est que là-dedans, il y a aussi une question de droiture morale. À quel moment t'es moche à tes frais? Et à quel moment on se dit non, là c'est la collectivité, on va tous mettre un billet. Ben, il est éclaté le frérot. Il est où le curseur? Bon, à mon avis ça va très vite, hein. T'arrives chez le médecin, il fait oh là, on va tout prendre en charge. C'est plus votre problème, c'est notre problème à tous. Oui, vous êtes moche, mais avant tout, vous êtes français. C'est fou, hein? On vit dans un monde où on trouve ça plus facile, changer la tête des gens, que changer le regard qu'on a sur la tête des gens. C'est fou, hein? Et deuxième, bim! T'as parlé dans plusieurs interviews de ton père. Juste avant de venir, je l'appelais pour des conseils. Dire voilà, qu'est-ce que tu penses de ça?
comment je dois faire, tu penses Bah, fais comme ça. Surtout, en fait, c'est des valeurs. Je dirais le plus important, c'est ça, des valeurs. Une volonté de droiture. Et parfois, comme il le dit ici, regardez le bel héritage qu'on peut avoir de sa famille, de notre entourage. C'est un tellement bel exercice de gratitude. Mais t'as quel âge? J'ai 29 ans, mais j'ai 3000 ans. Mais j'ai 7 ans. C'est ça le truc qui est bizarre. C'est que dans une journée, j'oscille entre avoir 7 ans, un gamin fini, avoir 29 ans et avoir envie d'être tout seul dans le désert à méditer. C'est très particulier. Ça te parle, cette affaire? J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroir encombré de bilans, de vers, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un d'immenses caveaux. Le spleen de Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Je suis déjà allé à la préfecture en kimono Santiago. Je me suis tout permis dans ma vie. Et c'était magnifique, hein. Même la gestion du regard des autres par rapport à ça, à quel point tu es capable d'être bien avec toi-même, peu importe ce que les gens ils te renvoient et tout. Je pense que c'est important. Et tu peux te mettre à l'épreuve comme lui pour apprendre à gérer le regard des autres. C'est pas tant une question d'intensité, c'est surtout une question de vérité. C'est une question de à quel point tu es authentique en ce moment-là quand tu es en train de nous parler de peu importe de quoi tu parles. D'ailleurs, on le dit souvent, par exemple, si tu as une journée de merde et que tu es dans un vieux truc, c'est souvent on le dit ça quand tu montes sur scène, comment tu te fais pour mettre dans le... Parce que tu as une vie comme tout le monde, des fois ta journée est plus la merde et tu dois monter faire rire des gens, comment tu fais? Et bah en fait, t'assumes. Moi, je pense qu'il faut pas se mettre dans un état « Hey, j'ai mis mon... Tout va bien !» Faut arriver, dire ce que tu as à dire, de toute façon, tu as un plan, mais être dans la vérité de ce que tu ressens. Quand j'ai compris ça, que ce qui comptait finalement, c'était la vérité, mais ça m'a détendu d'une force au moment de, par exemple, prendre la parole en public en me disant « Mais en fait, vas-y, s'il n'y a rien à faire là, si j'ai rien à dire, c'est ok. Je peux prendre, par exemple, dans une conférence, je peux prendre le temps de tourner ma page, de regarder ce qu'il y a de marqué, de mettre en ordre mes idées, d'écouter même comment je me sens. Ou alors si je suis sur une scène avec un public, mais là en fait des fois, il n'y a juste rien à faire. Il y a à regarder, ou même à se laisser regarder. Et finalement tu te rends compte que c'est complètement ok, pour plein de raisons. Déjà parce que ça peut créer une petite intimité, et puis en même temps, ça peut créer une petite tension, une petite frustration chez ceux qui te regardent en te disant « Ah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va commencer ?» Et finalement, naturellement, ils vont se relier à toi, ils vont être encore plus attentifs qu'avant. Donc c'est tout bénef. On a cette sensation que c'est facile au fond d'être sur scène. Il suffit de parler, quoi. C'est toute la démarche. Il faut réussir à faire en sorte que le travail ne se voit pas. Et de gommer l'écriture. Exactement. Faut pas que les gens ils sentent qu'il y a de l'écriture. Pour quelle raison? Parce que on doit cultiver un instant. Prenons l'exemple de l'écriture. Les seuls bouquins qui m'intéressent, c'est ceux où justement le geste s'est effacé. Je te laisse déguster ce petit passage, cette petite variation. Je marche dans la rue et je vois un magasin qui vend des pièces de 2 €. Je dis, ce monsieur, il vend de l'argent. Je dis, comment on vend de l'argent? Avec quoi je l'achète? Donc j'arrive là-bas, je vois une pièce de 2 € et il me dit, cette pièce de 2 €, elle coûte 100 €. Et je lui dis, mais c'est 2 €. Il me dit, oui, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 € dessus que ça vaut 2 €. Je lui dis, non, il n'y a pas juste marqué 2 € dessus. C'est 2 €. Et là, il me dit, oui, mais cette pièce, vous comprenez, il y a plein de gens qui la veulent. C'est une pièce rare. L'offre et la demande. Cette pièce, elle vaut 100 €. Je lui dis, d'accord, mais je suis tout seul dans le magasin, là. Ils sont où les autres qui la veulent? Il me dit, elle est à 100 €. Donc là, je fais tout le tour du quartier. Je récupère 50 pièces de 2 €. Je les empile sur le comptoir et je lui dis, vous êtes en train de me dire que votre pièce de 2 € là, elle vaut mes 50 pièces de 2 € là. Il me dit, je sais pas, peut-être vous avez des pièces, elles valent 5, 6 €. Je dis, arrêtez de m'embrouiller là. J'ai acheté la pièce de 2 €. J'ai acheté la pièce de 2 €. Et je sais pas, est-ce que j'ai acheté une pièce de 2 € à 100 € ou est-ce que j'ai rien acheté pour 98 €? C'est pour ça, amuse-toi, crée, teste, fais des petites vidéos. Comme disait un de mes profs de clown, tant que t'essayes, tu peux pas te tromper. Alors que si tu te focalises sur le fait de réussir, là, automatiquement, tu vas te retrouver à un moment à l'échec. Mais si tu fais qu'explorer, tu connaîtras pas l'échec. Tu vas juste te servir de petits jouets qui vont te permettre d'aller là où t'as envie d'aller. Mais maintenant, je regarde plus. Je regarde très peu d'humour. Encore la comédie, je regarde que des animaux. Et encore là, je les ai tous vus. Et il y a plus d'animaux qui sortent. Et comme lui, je partage cet amour des documentaires animaliers. Mais ça fait tellement voyager. Mais il n'y en a même pas assez. Sur Arte, on n'en trouve pas et ils ne sont même pas disponibles en VOD sur d'autres sites. Que faire? Mais est-ce que l'impro, ça s'apprend, par exemple?
Ce qui s'apprend, c'est le bon état d'esprit pour faire de l'impro. C'est-à-dire? Bah, c'est un sentiment d'acceptation, être dans le oui. Par exemple, c'est très difficile d'improviser quand on refuse les propositions que le monde nous envoie, que ce soit une phrase, que ce soit une attitude. Si on est dans le non, bah, il faut construire avec. Et si on arrive à être profondément détendu et accepter ce que la vie elle nous envoie, c'est bien plus facile d'improviser. Excellent exercice pratique, l'économie de mots. Admettons, j'écris une idée qui fait 5 minutes. Ma réflexion, ça va être, est-ce que je peux pas dire la même chose avec autant de rire en 3 minutes sans parler plus vite? En fait, enlever tout ce qu'il y a en trop. Et c'est un travail qui est nécessaire. Enlever ce qui est en trop. Essayer de n'avoir dans la chose que ce qui est nécessaire. Et tu peux faire pareil pour tes vidéos YouTube. Imagine que tu es un cuisinier et que là tu dois compiler tous tes ingrédients. Tout ce qui apporte des longueurs, tout ce qui crée des répétitions, tout ce qui n'est pas clair, tu coupes, tu enlèves. Pour gommer l'écriture aussi et pour aller dans cette économie de mots, comment il s'écrit le spectacle? Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève des trucs qui marchent. Ah bon? Mon critère, c'est plus que... Pour que je le garde, le critère, c'est pas que ça marche. Le critère, c'est que ça marche bien. Ah. Je sacrifie des trucs qui marchent. Comme ça, je sais que je garde que la crème. À la fin, pour garder seulement la quintessence, le pur produit de ta créativité. Et ce que vous faites aussi, c'est que vous écrivez au présent. Ah, toujours, ouais. Pour quelle raison? Les mots sont plus courts au présent et ça rentre les gens dans l'aventure. Donc au maximum, je fais volontairement des fausses de syntaxe pour rester au présent. Hier je suis là, je suis avec un tel, boum, on est rentré tout de suite. Tu sais que c'est hier, mais je te mets dans l'instant. Et direct, ça apporte du rythme, ça apporte de la fluidité. Et ce hier, je suis là, boum, direct, on se replace dans quelque chose qui va être beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique, exactement comme on disait tout à l'heure, qui aide à effacer ce travail de l'écriture, qui aide à donner cette oralité. Céline, il le fait toujours dans ses bouquins, il triture comme ça les mots, la syntaxe, pour aller juste à un seul objectif, le nerf, l'émotion. C'est très écrit souvent aussi les temps. Ça fait très écrit. Ça fait plus littérature, ouais. Ça fait j'ai préparé un texte. Alors que si je parle au présent, moi je pense vraiment que la grammaire et l'orthographe, dans beaucoup de situations, c'est des freins à la créativité. Parce qu'on nous dit, la manière de dire cette chose, c'est comme ça. Donc j'ai pas besoin de réfléchir en fait, j'ai pas besoin d'être créatif. On m'a dit comment je dois le dire. Le jour où tu t'affranchis de ça, et que tu te dis, moi mon idée c'est faire passer un sens, et pour ça je dois utiliser tous les outils à mon service. Et pour ça j'ai quoi? J'ai les sonorités, j'ai les mots, et j'ai les... Voilà, les rythmiques. Et le corps aussi. Et le corps. Et des fois, pour rentrer dans les rythmiques, je fais des fautes. Donc, utilisons-les, ces sonorités, ces mots, cette syntaxe, cette grammaire, pour aller dans cette direction du plus organique, du plus touchant de ces copeaux de cœur. Il y a un plan quand je monte sur scène, mais en même temps, il n'y a pas de plan. Je suis ouvert à tout ce qui se passe. Ça veut dire, si là, admettons, je sais plus ce que je dois raconter, je vais partir du principe que je dois raconter autre chose alors. Et plutôt que de me freiner en me disant non, il y a le plan, on suit pas le plan. L'idée, c'est en fait de se dire je connais pas la route, mais je sais conduire. Et ceci, on peut s'en souvenir, c'est un remède ultra puissant pour gérer les blancs. Même dans une réunion, là où tu devrais avoir une certaine droiture, finalement, tu te rends compte que c'est pas obligé de meubler tout le temps. L'échec fait partie du processus, il faut l'accepter. Et ça te détruit pas, en fait. Te dire non, tranquille, ça va. Parce que vraiment, je suis intimement persuadé que si un échec, ça te démolit ton ego, tu ne sauras pas gérer du succès. T'as aussi le droit de respirer, t'as aussi le droit de te repositionner sur ta chaise, de prendre le temps de tourner ta feuille. Personne n'y verra rien et ça va faire du bien à tout le monde. Moi, j'ai pas vraiment de personnage, dans le sens où j'essaie d'arriver en tant que moi, quoi. D'être le plus authentique possible. Donc je joue pas vraiment, en fait. J'ai pas l'impression de jouer. Je viens et je me raconte, en fait. Donc... Mais des fois, j'ai l'impression que je suis faux. Des fois, je me dis là, je manque de justesse. Et j'ai l'impression de manquer de justesse quand justement j'ai l'impression de jouer. Quand là, je me dis, mais là, tu joues là. Tu joues un rôle, alors que c'est what? C'est what le show? Tu parles toi en tant que toi, il écrit ton nom, toi, salut, tu dis je, tu racontes ta vraie vie. Pourquoi tu joues? Donc c'est plus, je dirais l'inverse. Des fois, j'ai l'impression de jouer et c'est là qu'il y a un problème. Parce que si t'es en mode survie, en général, ça se voit et ça ressemble à quelque chose qui est pas vraiment joli, tu vois, du style un vidage de poubelle. Que souvent, c'est la règle en fait. Tout ce qu'on veut pas montrer, c'est ce qui va se voir le plus. Alors plutôt commencer par accepter d'être là, accepter ce qui se passe, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de montrer, finalement le montrer quand même, plutôt que d'essayer de le cacher, et voilà, c'est l'irruption totale. On ne peut pas le cacher lui non plus. Sur les plateaux télévision et tout, ouais. Quand vous racontez des choses, c'est de l'improvisation ou c'est direct, Mélange des deux. Il y a un plan. Ok. Et après, il y a l'instant.
ça rejoint un peu ce qu'on disait. Si tu te cantonnes à ton plan, tu peux être déstabilisé par n'importe quoi. Alors que si tu as ton plan, mais tu te dis, ça se trouve, je le sors pas. Je fais avec l'instant, et bah t'es mieux. Mais ça marche que quand ton plan, il est carré, tu le connais par cœur. Tu sais que n'importe quand, tu peux rentrer dans ton plan. Mais je pense qu'il faut faut être flexible. Donc il y a des trucs que j'ai répétés 50 fois, de la même manière. Et quand je suis arrivé, parce que dans l'instant, tu as une adrénaline, et des fois, t'es plus lucide. Des phrases que j'ai dit de la même manière dans la chronique, quand j'arrivais, je me disais, mais non, en fait, c'est comme ça que je dois la dire. Et ça marche mieux. Ce qui se passe, tu peux le vivre et tu peux le dire aussi, surtout si tu es face à un public, surtout si tu es dans un cadre, par exemple, de spectacle ou d'amitié, comme ça, échange en soirée, mais ça va rapprocher, ça va créer de l'intimité, de juste te dire, oh tiens, c'est bizarre, là, ouais, ça me met un petit coup de stress. Et à ce titre, je trouve très vrai ce que nous partage Raphaël Quénard ici. Le personnage qu'un acteur va se définir et tout, que ce soit au travers d'un rôle ou ailleurs et tout, c'est comme un réflexe de survie. Comme il est jeté dans une zone d'inconnu, il se retrouve là et c'est un peu ses tripes qui réagissent à sa place et qui révèlent des choses bien plus éloquentes sur ce qu'il est à l'intérieur, sur ce qui fait son ADN et sa signature, que ce qui pourrait être là l'objet d'un entretien. On connaît plus un acteur si on regarde ses rôles et ce qu'il fait dedans et la nature de ses regards, que de le rencontrer dans la vie comme on... C'est beau. Et lorsque t'as compris ça, mais cette posture, mais elle est relaxante. Tu te rends compte que t'as plus vraiment rien à faire. Juste à comédie, conduire. Tu t'es gouré de sortie d'autoroute. Très bien, on fait demi-tour et on y va, on chemine vers un autre endroit. On sait qu'on arrivera, quoi qu'il arrive, à notre objectif. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on est capable de le faire n'importe où, n'importe comment, et que ça peut marcher dans toutes les situations, alors que l'humour a besoin d'un contexte vraiment précis. Un contexte d'écoute particulier, que les gens soient venus spécialement pour te voir. La mayonnaise peut très facilement ne pas prendre. Bah oui, parce que lorsqu'on commence à être en détresse et qu'on fait tout pour le masquer, mais que finalement ça se voit quand même, bien c'est là où ça devient stressant pour les autres, où ça devient désagréable, où ça fait une irruption dans le domaine, ça devient ridicule. Pour moi, ridicule, c'est vraiment ça. C'est comme, imagine que t'es en train de marcher dans la rue, et d'un seul coup, t'as un bouffon qui débarque et te dit « Ouais !» Mais là, c'est le coup de tatane assuré. Justement, la personne est venue dans ton espace sans rien dire, elle fait complètement irruption. C'était pas prévu, ça te pollue ton moment. Alors que si t'es dans le bon contexte, ah bah là ça change tout. Et ce contexte, il peut simplement se créer en assumant, en disant ce qui se passe pour nous, plutôt qu'en cherchant à le masquer avec une manière qui serait de l'ordre du mauvais clown. Ouais, ok, merci, oui, ça va et vous? Ouais, bon. Bonjour, alors j'espère, voilà. Et quelque chose qui est bien à comprendre et qu'on répétera jamais assez pour les créateurs qui se lancent. Par exemple sur le YouTube, les gens ne vont pas venir pour tes beaux yeux. Hélas. Non, qu'est-ce qu'une personne recherche? Elle va pas rechercher ton nom, forcément, puisqu'elle te connaît pas. Donc, il va falloir que tu te greffes à une grande thématique. Soit un fait d'actualité, soit une personnalité, soit que tu présentes une technique qui elle-même va être très recherchée sur YouTube. Bref, que tu ailles chercher le potentiel d'audience là où il est. Avant cela, plus jeune, dans l'enfance, c'est déjà une idée qui vous suivait, qui vous accompagnait, avec laquelle vous avez grandi, que ce soit la musique ou même juste le domaine du comique? Ouais, bah en fait, je t'avoue que j'ai pas le sentiment d'avoir pris une décision dans ma vie. J'ai le sentiment que ça a toujours été là. Que le travail, ça n'a pas été de choisir, ça a été d'assumer. Que c'est ça que je voulais faire. Mais je l'ai toujours su. Aussi jeune, que je remonte à très très longtemps, ça a toujours été ça pour moi. Je savais que c'est ça que je voulais faire. Et j'avais même le sentiment bizarre que c'est ça que j'allais faire. Quoi qu'il arrive. En somme, ça rejoint ce qu'on disait. Tu sais très bien ce que tu es. Tu sais très bien ce que t'as à l'intérieur de toi, ce qui est important. Tu sais que tu aimes écrire. Tu sais que t'as envie de vivre de tes créations. T'as rien à choisir. L'idée, c'est simplement d'assumer et d'y aller. J'aime partir du principe que je crois que ce qu'on attend de nous sur cette planète, c'est de réussir à assumer quoi qui on est. Donc j'essaie d'assumer. Tant que je mets pas mal à l'aise les gens, évidemment. L'exercice, ça reste quand même que les gens ils passent un super moment et tout. Et si tous ceux aujourd'hui qui se cachent derrière du greenwashing pouvaient eux aussi assumer, oui, tu fais de la daube, oui, tu fais ça pour gagner un peu plus d'argent, oui, tu fais ça parce que t'as pas les moyens ou tu sais pas comment effectuer la transition de ton entreprise. C'est ok, mais assume. S'il te plaît, ne viens pas me bassiner avec ton histoire de en achetant ceci, tu fais un geste pour la planète. Tu consommes des ressources, donc non, ce n'est pas un geste pour la planète. Bonne journée, monsieur. Et sur ces paroles très engagées, j'en profite pour dire que ouais, l'engagement, c'est important, c'est ça qui va nous faire avancer. Et ben si toi aussi, t'as envie comme ça d'avancer, de devenir un créateur, une créatrice inarrêtable, où on assume l'aspect de devenir un artisan, une artisane, où dans nos créations, on met des copeaux de cœur, où on s'exprime, eh ben je t'invite à rejoindre ma newsletter. En ce moment, si tu t'y inscris, je te partage une belle vidéo, c'est une surprise. Si tu veux la voir, le lien est dans la description. Ciao.
acheté la pièce, j'ai acheté la pièce, mais je pense que je l'ai niqué. Vous savez que c'est un de mes secrets que vous pouvez révéler. L'hypocrisie, elle est terrible, mon Lodel.